Avant d'aborder la dernière partie concernant le plafonnement des prix au Togo, nous continuons notre périple au Niger. Le Niger, il faut investir à fond pour aider l'armée selon l'Organisation des Nations Unies. Et c'est son chef, Antonio Guterres, qui avait parlé lors de son périple à Niamey. Pasteur Rido Komi, vous aviez la parole. Oui, bien sûr. Je disais que... Il avait normalement fini. Les bases militaires sont les bras armés de la France-Afrique pour soutenir les dictatures en Afrique. Ça, tout le monde le sait. Personne ne pouvait, parce qu'on a vu un peu partout, que ce soit à Libreville, c'est-à-dire que ce soit à île Maurice, que ce soit en Côte d'Ivoire où il y a les bases, à Djibouti où il y a les bases militaires. Les bases militaires, on a vu avec le Tchad, les rebelles étaient à l'entrée de la présidence et Idriss Déby était presque parti. L'intervention de la France a fait repousser les rebelles. S'il n'y avait pas les bases militaires plus proches, mais le fait que ça s'emboîte peut-être de la Côte d'Ivoire au venir, donc les rebelles que ce ne serait pas aujourd'hui, Idriss Déby est parti. Bien sûr, Idriss Déby est parti. Depuis ça, tout le monde le sait. Et donc, la situation, comme on le présente, c'est une manière. Cet appel-là, vous allez voir tout à l'heure, vous allez voir bientôt, peut-être dans les jours à venir, Macron dit oui, nous voulons investir au Niger. Pour répondre, c'est pour répondre. C'est pas nouveau, hein. Voilà, le patron a appelé. Non, mais c'est pas nouveau. On sait le jeu, c'est pour dire oui. Suite à l'appel lancé par l'Organisation des Nations Unies, la France se pose. Non, ça déjà. Je dis oui, c'est du nouveau. C'est juste après le vote du Parlement. C'est suite au vote du Parlement. Maintenant, c'est ça du nouveau. Au vote du Parlement. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être il y aura beaucoup plus une intensification. L'armée française est en appui avec l'armée du Niger, pas aujourd'hui, et en termes même de renforcement de capacité de l'armée du Niger, c'est pas aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. La FD est là-bas pour contribuer et tous les projets qui sont donc formulés en termes de résolution du cas social également intervient. Vous avez là-bas, vous avez l'Allemagne, vous avez la France qui intervient avec l'AFD, etc. Donc, il n'y a rien de nouveau. Peut-être qu'il peut y avoir donc une intensification. Mais ce que je compte savoir, j'ai comme l'impression que le pasteur est en train de faire l'apologie du non-droit. Pratiquement, parce que les gens veulent justifier un coup d'État par des motivations qui peut-être peuvent plus ou moins être acceptées par certains, donc il faudrait donc au non-droit. Je suis d'accord. Oui, il a dit par exemple, lorsque vous prenez par exemple ces bases militaires dont il faisait allusion pour peut-être soutenir des dictatures, comme il essaie donc de le dire, n'oubliez pas quelque part que c'est la CEDEAO même qui a institutionnalisé la limitation des mandats. Ce n'était pas les Nations Unies qui l'ont demandé. La limitation des mandats à 2 est institutionnalisée par la CEDEAO et reconnue comme telle. Donc ça voudrait dire quelque part que si comme on a comme l'impression que tout ce que nos chefs d'État, c'est quand même nous rabaisser. C'est quand même... Non, c'est d'accord. Non, il y avait des pays qui avaient estimé que... Non, quel pays était réticent. C'est une question de procédure. C'est une question de procédure. Et après tout, je revois la Constitution. Quel est le pays aujourd'hui qui n'a pas adhéré par exemple à cette proposition? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous prenez le Togo qui avait évoqué des questions institutionnelles pour pouvoir le voter aujourd'hui. Il a pris de l'avance sur beaucoup de pays. Et ça a été donc voté. Et maintenant, c'est à l'état de projet. Non, mais de toutes les façons, je ne dis pas non, de toutes les façons, c'est acté. Mais c'est acté. C'est acté, connu par tous. Donc, c'est pour dire quelque part que si nous rabaissons un peu le débat sur le fait que tout ce qui est dit par nos institutions sous-régionales, liées donc à nos chefs d'État, est toujours dicté de l'extérieur, c'est quand même nous rabaisser de trop. Tout comme si tout ce qui se fait en termes de réforme, d'abord, est pour nous-mêmes d'abord. Et je ne vois pas encore, on doit attendre d'abord que l'Occident ou la France viennent nous les dicter. Donc vous pensez que tous les projets, programmes que nous avons au niveau du Togo, par exemple, sont dictés d'ailleurs? Non, on les tire sur des difficultés que nous avons au pays. Je ne vais plus revenir sur un certain nombre d'aspects qui ont conduit véritablement donc à sanctionner X ou Y, liés au fait qu'on veut avoir donc de la camille, de la sincérité et pouvoir donc juguler le mal qui frappe, qui est à nos portes. N'oubliez pas, quand on parle de la question d'Yadine, c'est au Bénin, c'est à 1 mètre de chez nous. Donc, quelque part aujourd'hui, on ne peut plus tolérer des actes qui sont liés à cela. Et ça préoccupe tous les Togolais. Et l'État a le devoir de donner des gages aux Togolais que la question sécuritaire
me procure à plus d'un titre pour vous laisser donc en paix. Donc quelque part, ne limitez pas cette question sur des intrusions étrangères liées donc à ces pays-là. Moi, je ne serais pas d'accord, mais le fait de pouvoir donner quitus au fait que les gens essaient donc de justifier des motivations et perpétuent donc des coups d'État, c'est inadmissible. Il faudrait quand même que la CEDEAO, moi je le dis, je le répète, soit ferme là-dessus. Même si la question divise aujourd'hui, il faudrait que la CEDEAO soit ferme là-dessus et que ces gens-là puissent rapidement quitter. Mais également, il est en train de jouer. Ouais, il est en train de jouer. Mais également, personne ne dit non. Parce que lorsque nous voyons ce qui s'est passé au niveau de la Guinée, personne ne l'a produit. C'est pourquoi d'ailleurs même aujourd'hui, on a un regard assez dubitatif sur le coup d'État qui a été donc perpétré au niveau de la Guinée. C'était comme pour sauver il n'y a pas que la Guinée, il y a la Côte d'Ivoire également. La Côte d'Ivoire... un peu plus clair, classique, mais bon. Oui, mais de toute façon, il y a limitation de mandat. Il y a limitation de mandat. Je ne serai pas d'accord. Mais il y a limitation du mandat. Tu as vu l'exemple que... Non, mais il y a limitation de mandat. Non, il y a limitation de mandat, oui, non. J'hésitais. Non, mais nous avons... Un plateau équilibré. Oui. Mais il y a limitation de mandat. Oui ou non? Il y a une limitation de mandat. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo, après avoir fini le 3e ou bien le 4e. Il y a une limitation de mandat. Il y a une limitation de mandat. Donc, c'est vous dire qu'il peut encore se représenter. De toutes les façons, tout est lié à... C'est une question de droit. C'est une question de droit. C'est vrai que je le dis, la question peut diviser. Certes, mais nous savons quand même que la limitation de mandat est actée. Ça, je pense que c'est déjà gagné. Voilà. Le problème du Niger, l'investissement, je crois quand même que nous sommes d'accord que les solutions militaires sont, à elles seules ne suffisent pas pour arriver à bout de cette affaire des attaques, des interventions djihadistes. Donc, il faut investir, donner même rendre aux citoyens des services, les services d'État. Vous prenez les services d'État qui ont quitté, pendant des années, qui n'ont plus lieu dans certaines localités. Vous prenez les pays qui sont occupés par les djihadistes. Donc, il faut le retour. L'absence même de l'État dans certaines localités. Il faut le retour des services de l'État et permettre aux populations d'être sur certaines orientations, une orientation administrative. Et donc, quand on parle du Niger, aujourd'hui, on sait que la situation par rapport le Mali, qui inquiète beaucoup qui dérange et qui inquiète aussi les Occidentaux. Donc, il faut aller juste rester à côté au Niger pour semer les brouilles au niveau du Mali. Je crois l'objectif là même, c'est pas quand même l'intention. Il faut intensifier, il faut équiper le Niger pour peut-être semer pour mieux sécuriser le Mali. Même si voilà, toi tu parles de sécurisation. Non, mais la sécurisation du Mali n'est plus la mutualisation. La mutualisation de cette offre. N'oubliez pas. Non, cette lutte là, en fait, c'est pas parce que nous sommes dans un périmètre spécial qui sont au pouvoir tombent. Leur préoccupation aujourd'hui, c'est que Assimi Goïta et les siens tombent et contre. Mais ils ne sont pas légalement institués. Pourquoi on veut? C'est une transition. C'est une transition. Il faudrait quand même qu'ils libèrent rapidement les transitions. C'est tout. Un illégal pour pouvoir venir. Non, personne ne veut qu'ils tombent. En tout cas, ça n'inquiète pas. Lorsque vous êtes un pouvoir. Non, lorsque vous êtes un pouvoir transitionnel, il faudrait quand même que vous libérez le plancher le plus vite possible. Et la personne n'est dans une logique combien de temps aujourd'hui? Vous avez dit 12 ans. 12 ans, une transition. Nous parlons du Mali, je dis la transition c'est un pays africain. Mais c'est un pays africain, je suis d'accord avec, mais qui n'ont pas les mêmes réalités. Il faut résoudre le problème. On va filer au Togo si... Les réalités, c'est qu'ils ont les mêmes détracteurs qui sont l'Occident. Elle était attendue par le peuple togolais. Elles sont enfin effectives. Le gouvernement togolais a annoncé le 27 avril 2022 suite aux déclarations du président Faure Gnassingbé lors de son adresse à la nation, le plafonnement des prix des produits locaux et des produits importés afin de soutenir le pouvoir d'achat des populations et réduire la hausse des prix des denrées alimentaires. Adam, on se pose la question, est-ce que la mise en œuvre sera délicate, surtout la mise en œuvre du plafonnement de ces produits? Oui, vous savez, je pense que le constat est totalement partagé, que la population souffre de manière indicible. Et ça, personne ne peut le perdre de vue.
Et c'est ce qui a motivé d'ailleurs même le plafonnement de ces prix-là. Mais à l'entame, je pense que nombreux sont ceux Togolais-là qui avaient estimé que la mise en œuvre de ce plafonnement-là serait difficile. Parce que d'abord, je le disais, je pense que lors de mon dernier passage, que d'abord, cela frise la libre concurrence au niveau du commerce pris dans sa globalité. Mais à un moment, compte tenu du fait que nous avons des commerçants qui ne s'approvisionnent pas sur le même marché. C'est vrai qu'on peut d'une manière le dire que voilà, nous avons donc des importations qui passent par le port et le gouvernement maîtrise, mais ce n'est pas toujours évident. Nous savons qu'il y en a qui ne s'approvisionnent, même si ça passe au port, nous savons qu'au moment où, même au jour d'aujourd'hui, au moment où les frontières étaient fermées, même lorsque les frontières étaient fermées, puisqu'il y avait la libre circulation des biens et non des personnes, ce qui faisait qu'il y a donc des produits qu'on sait très bien qui viennent de l'extérieur, qui coûtent des fois moins cher que les pays qu'on a l'habitude de s'approvisionner. Voilà pourquoi l'État ou le gouvernement avait parlé de patriotisme. Peu importe le marché sur lequel donc vous ravitaillez, il faudrait quand même comprendre que la population togolaise souffre et cela interpelle chacun de nous. Et à partir du moment où ça nous interpelle à pouvoir mettre en avant cette valeur de solidarité entre nous, comme ce fut le cas lors du début de la crise sanitaire que nous avons connue dans le pays. Puis ce n'est pas aujourd'hui. Au niveau de cette crise-là, nous savons que ce serait très difficile de pouvoir faire en sorte que toutes les populations puissent donc pouvoir s'en sortir. Mais au nom de cette solidarité-là, demandée expressément par le président de la République, on est arrivé à franchir donc le Rubicon, ce qui n'était pas donc gagné. C'est en cela que je dis, même si cette mise en œuvre dans sa formalisation devait être un problème, au nom de ce patriotisme-là, on peut véritablement le dire. Si je m'approvisionne dans un marché, outre que le marché habituel, et que cela me revenait en moins, faire en sorte que je ne puisse pas maximiser sur le gain. Puisque actuellement, il faudrait quand même avoir une population en bonne santé parce qu'elle se nourrit bien, parce qu'elle a les moyens, parce que notre pouvoir d'achat, il faut le dire, elle est très défectueuse. Nous n'avons pas un pouvoir d'achat digne de ce nom. Et ça, je pense que ça, c'est une évidence également que le gouvernement aussi sait. Donc, pour renforcer ce pouvoir d'achat aux Togolais, aujourd'hui, peu importe les décisions ou les décisions que le gouvernement prendra, ce serait très difficile de pouvoir les mettre en œuvre pour arriver à une efficacité et donner dans ce pouvoir d'achat assez rigide à la population. Donc, tout est une question aujourd'hui de prise de conscience et d'élévation d'idées et de faire en sorte que la question, la vie de mon citoyen, d'un compatriote, je puisse donc m'en préoccuper. Et en faisant en sorte que même s'il faut, à un moment donné, je fais donc des rentabilités sur ce que je fais habituellement, porter des coups de main à une population vulnérable que je constate, seraient donc les bienvenus. Donc la question n'est pas tant une question de mise en œuvre formelle. C'est vrai, le gouvernement n'a pas exclu le fait de pouvoir faire donc des visites intempestifs sur les marchés, voir donc la régularité donc de ces prix-là, si cela est respecté, mais au même moment, c'est interpeller la conscience collective à faire en sorte que cela peut être plus mis en œuvre. Mais je pense que la surveillance, comme ils l'ont dit également, de ces mesures-là incombe à toute la population. Voilà pourquoi ce numéro vert-là, instauré par le ministère du Commerce, permettra donc à la population de pouvoir faire les dénonciations et d'envoyer les démembrements de ce ministère-là dans les marchés pour pouvoir donc instaurer dans la régularité. Donc ce n'est pas un état de bâton qu'on a derrière, mais c'est une prise de hauteur, une prise de conscience collective et faire en sorte qu'on puisse se soutenir les uns les autres pour pouvoir sortir de ce moment très difficile, je le rappelle. Prise de conscience, élévation d'idées, ce sont les propos de Adam. Il faut le faire et tous les Togolais doivent le faire. Mais est-ce que concrètement, les mécanismes sont vérifiés avant que le plafonnement, la question de plafonnement ne vienne? Pasteur Edo Komi, c'est très important. Non, au ministère du Commerce, il y a la structure des prix, il y a le contrôle, la structure, le contrôle des prix qui sont logés au ministère du Commerce. Mais là où nous, on a des difficultés en tant qu'association de consommateurs, c'est que aujourd'hui, de manière générale, comme il a dit tout à l'heure, les sources d'approvisionnement ne sont pas les mêmes. Et de facto, cela risque de nuire à certains commerçants, à certains peut-être fournisseurs par rapport par exemple on dit à partir de le bol du maïs doit être vendu, mais il y avait des gens il y a des commandes qui sont plus
à plus qu'à 650 le bol. Le bol avant le 1er mai. La date de la mise en application de ces mesures. Et donc, ce qui est fondamental aujourd'hui, quand nous étudions, nous voyons un peu la position des pays par rapport à la cherté de la vie. C'est vrai qu'il y a des mesures qu'il faut prendre, mais parmi ces mesures, il y a la révalorisation du SMIC, qui est très importante, la révalorisation du salaire. Quand vous voyez dans les autres pays aujourd'hui, on sent a quand vu même avec l'exemple du Bénin. C'est vrai que ce n'est pas définitif. Le Kenya et d'autres pays où on tend vers la révalorisation, le pouvoir d'achat, on tend vers la révalorisation du salaire et du SMIC. Nous sommes restés toujours à 35 000. Bon, on nous a fait dire ces derniers temps qu'il y a des démarches qui sont en cours pour pouvoir rehausser ça à 52 000. Les démarches sont sans doute en cours. Les démarches sont en cours. Et donc, j'avoue que, donc, du point de vue par rapport à ces mesures, le contrôle la mise en application va être très, très, très délicate. Pourquoi? Très délicate, justement. Très délicate, parce que les gens peuvent se permettre de dire qu'ils ne veulent pas mettre les choses sur le marché. Ouais, pour ne pas être gênés. Pour ne pas être gênés. Et les gens seront obligés de faire la courbette dans des maisons pour pouvoir acheter à un prix élevé. Et qui va aller vérifier dans la maison. Parce que il faut pas perdre de vue que les gens, tout ce que le maïs, les produits de première nécessité, les commandes, ce n'est pas aujourd'hui que les commandes se font. C'est des commandes qui ont été... La plupart des commandes ont été déjà... Les gens ont stocké. Oui. C'est les stocks que les gens font sortir aujourd'hui pour vendre. Et donc, du coup, c'est normal que dans la plupart des pays, il y a quand même le plafonnement. Maintenant, les critères sont à aller peut-être chercher ailleurs, mais ça va être très compliqué. Et quand, dans cette même ligne, dans cette même dynamique, on parlait de plafonnement, et c'est au même moment, c'est au même titre qu'on a plafonné, par exemple, vous prenez les prix des intrants. Des intrants, on parle des engrais. L'engrais aujourd'hui, qui est fixé à 18 000 francs. Le sac de 50 kilos durée de NPK. Alors vous convenez avec moi que ça va être difficile l'année en cours. Parce que de 12 500, entre 12 500 à 13 500, on est allé à 18 000. Le prix d'engrais hier, c'est entre 12 500 et 13 750. Donc vous voyez l'augmentation de presque 50%. L'augmentation de presque 50% aujourd'hui pour l'engrais. Malgré que c'est subventionné par l'État. Alors vous convenez avec nous que ça va être encore très difficile parce que les populations vont dire mais qu'est-ce que nous allons faire? Et ils ne vont pas acheter l'engrais à 18 000 francs et venir vendre le maïs à un prix modique. Donc il y a un problème qui est créé. Alors que le Togo produit du moins, je suis d'accord, la motivation de l'État. Je suis d'accord que les prix à l'international ont connu une flambée. Des matières entrant dans la fabrication de l'engrais ont connu quand même une certaine augmentation. Mais ça ne doit pas être le cas du Togo. Au moins le Togo fabrique du clinker et on en a. Le Togo en a. Le Togo extrait, on en a. Est-ce qu'il faut aller au même pays? Même quand vous prenez les autres pays, vous prenez le Burkina, vous prenez les autres pays, ailleurs d'ailleurs, c'est plus bas, les prix sont bas par rapport au Togo. Donc je crois qu'il y a aussi cet aspect-là, puisque nous parlons de plafonnement des prix, il y a cet aspect qui ne va pas améliorer le rendement. Le rendement, l'année en cours, ça va être très difficile. Donc, l'application par rapport à ces mesures, quand vous les prenez, les anciens prix par rapport aux nouveaux prix, il n'y a pas grande différence. Vous faites bien l'étude. C'est 50, 40, 60 francs la différence. Et donc, ce qui ne va pas quand même avoir trop d'impact sur dans le panier de la ménagère. Toutefois, c'est la conscience que l'État a aujourd'hui, le gouvernement aujourd'hui, qu'il faut aller à des mesures pour pouvoir impacter l'inflation et la cherté de la vie. Ce n'est pas encore mauvais, mais je crois que l'État doit faire encore davantage avant qu'on ne puisse constater l'effectivité de ces mesures sur le terrain. La mise en œuvre de ce plafonnement, c'est un autre boulot pour le gouvernement togolais. Oui, bien évidemment, et ça je pense que le gouvernement ne le perd pas de vue. Voilà d'ailleurs même pourquoi un délai de 3 mois a été accordé
pour passer en revue et revoir le parcours qui a été donc fait pour voir si cela a été efficace ou pas. Non, je crois une évaluation mensuelle même. Oui, mensuelle, oui, voilà, mensuelle, trimestrielle, etc. Donc c'est pourquoi je dis, c'est vrai, je suis d'accord que lorsque vous voyez un peu ce que supporte la subvention, il n'y a pas nette différence dans notre quotidien. La preuve est que même au jour d'aujourd'hui, le plat que vous achetez peut-être à 300 francs, aujourd'hui vous l'acheter à 500 francs, il n'y a pas de différence. Ça vous a dit quelque part qu'il n'y a pas eu d'impact. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Oui, mais là où moi je me sens un peu dérangé, c'est lorsque nous faisons ces comparaisons avec d'autres pays. C'est vrai que nous sommes dans un environnement international et que nous n'avons pas les mêmes forces de frappe. Et au même moment, chaque pays a son histoire. Au même moment, je suis de bonnes choses des gens. Je suis d'accord, mais nous avons nos histoires. Lorsque vous prenez sur beaucoup d'autres aspects, le gouvernement essaie donc de subventionner beaucoup. Nous sommes population. Et des fois, étant donné que c'est le gouvernement, c'est très difficile de pouvoir, lorsque vous tenez ce genre de discours, on vous tasse de tout. Voilà, le gouvernement, c'est ça. Mais quelque part aussi, je pense que aujourd'hui, le gouvernement a beaucoup desserré le taux et nous pouvons aller donc à la vérification, aussi bien des entrées, ce qu'a coûté le budget, etc., pour nous permettre d'avoir une idée sur ce que nous voulons que le gouvernement nous apporte. Je ne le dis pas en dédouanant fondamentalement le gouvernement. Nous voulons que le gouvernement puisse subventionner à la hauteur de ce... C'est l'impact direct. Voilà. Quand il n'y a pas d'impact direct, vous pouvez apporter ce formalisme lié au fait que... lié donc au fait que voilà les entrées, voilà les sorties, et à la population, ça ne l'intéresse pas. Lui veut véritablement que vous lui dites que voilà le prix du sac de l'engrais qui était à 12 500 reste 12 500 ou revient à 10 000. Point. C'est la réduction. Voilà. À partir du moment où il n'y a pas ça, tout ce que le gouvernement aura donc à les subventions qu'on aura même annoncé, ça ne servira à rien. Mais le truc est monté encore à presque 50% d'augmentation. C'est difficile de l'espérer. Mais je pense que quelque part, pour le moment, et même si ce n'est rien, lorsque vous prenez peut-être le commerçant, lui comprendra que c'est quelque chose lié au fait que le manque à gagner du fait de ce plafonnement-là, lui le sent, c'est nous la population, lorsque tu as quelque chose, étant donné que pour ajouter 50 francs, ça ne te dit rien, mais au niveau du commerçant, ça veut dire beaucoup de choses. Et je pense qu'à partir du moment où il y a cette séquence d'évaluation de ces procédures-là, vivement, que cela puisse permettre au gouvernement peut-être de pouvoir encore aller à plus de réduction pour permettre à la population de pouvoir donc le sentir. La question du SMIC, je pense que le gouvernement, ça ne se décrète pas. Et je pense que ce partenariat public-privé, puisqu'il y a d'abord les syndicats, le patronat et le gouvernement ensemble. Puis ce sont les grands employeurs, même si on sait que l'effectif important également vient du gouvernement, ce sont les grands employeurs et ils sont obligés également de voir par rapport aux fluctuations, s'il y a eu des entrées, puisque augmenter le CIMI voudrait dire quand même que réinvestir encore, puisque le gouvernement aujourd'hui a déjà pratiquement mis en place le processus d'assurance maladie universelle. Vous ne pouvez plus aujourd'hui employer quelqu'un sans le déclarer. Et je pense que cela fera l'objet prochainement des mesures que le gouvernement mettra en place. Sur le terrain. Et d'autres. Oui, non, je suis d'accord. Et je dis, c'est justement parce que le gouvernement, peut-être avec cette question de CIMI qui s'impose, à partir du moment où ça va être augmenté, ça voudrait dire que toutes ces mesures-là sont prises en compte. Et il n'y a pas que le CIMIC. Lorsque nous parlons du CIMIC DRU, et sans tenir compte de tous ces aspects-là, on a comme l'impression rien ne se fait. Mais lorsque le gouvernement aussi, parce qu'il tient cela, parce que la santé de la population, lorsque vous posez la question aux membres du gouvernement, etc., ça tient plus le président de la République à cœur et faire en sorte que le gouvernement puisse donc mettre des dispositions en place pour que chaque employé puisse donc déclarer ses employés à l'INAM. C'est aussi très important. La note, le carton à quelqu'un, passeur et dos comme nous sommes au terminus. Non, je voudrais juste donner un carton vert au gouvernement malien pour avoir osé une fois mettre fin à l'accord de partenariat, coopération militaire avec la France. C'est historique. C'est historique parce que le contenu de cet accord liait, faisait des pays francophones, continue de faire des pays francophones des pays esclaves. Et je crois que c'est une manière d'approuver, de démontrer sa souveraineté. Et je crois que les autres pays
doivent s'inspirer de ce que le gouvernement malien est. Donc, carton vert au gouvernement malien, au tête duquel il y a Assimi Goïta. Vous n'allez pas me dire carton rouge ou jaune au gouvernement malien? Non, je veux bien, puisque vous savez que moi, ma préoccupation majeure, quelque part, si nous nous intéressons au Mali, quand bien même que nous n'avons pas les mêmes réalités, il serait très difficile que nos pays emboîtent le pas au Mali. Nous n'avons pas les mêmes réalités, nous n'avons pas les mêmes histoires. Donc, de toutes les façons... Il faut continuer dans l'esclavage. Non, la question d'esclavage, c'est une question de mentalité. Si vous estimez que le Mali était esclave à la France, c'est le Mali, ça, le Togo n'est pas esclave à la France. Le Togo est un pays souverain, il prend cette décision souverainement, liée donc à son histoire et liée à son développement. Mon carton, il est vert et je l'adresse à la directrice générale de l'INAM, et justement, qui a pensé à ce qu'on appelle les seniors, les vieux, parce que les vieux, nos aînés, les vieux, nos grands-papas, etc. Pendant ces moments, nous avons comme l'impression, c'est la jeunesse qui est mise en avant, c'est la population, mais eux là subissent de plein fouet même cette charité de la vie, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faudrait travailler doublement pour avoir le minimum vital. Ça fait qu'ils sont également affectés. Qui a pensé à eux en créant donc une journée où ils sont retrouvés avec eux, comme il a l'habitude de faire. Donc, à Myriam Dossou, j'adresse un carton vert et je l'encourage à continuer à faire en sorte que l'assurance maladie universelle, dont il a la charge, de toujours continuer par le faire en sorte que nous ayons notre cumul de fonctions. Carton vert pour finir à tous nos frères musulmans qui étaient en fête le lundi passé. Merci beaucoup à vous. Et Adam, merci à vous. Non, c'est un plaisir d'être là. La prochaine fois, Pasteur Eto Kwame, toujours les mardis. On est toujours ensemble. Merci également à vous. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.